J'ai pris Larissa par la main et je suis parti sans dire un mot. 3 jours plus tard, ma boîte de réception était remplie de 47 messages désespérés me suppliant de répondre. Tu connais ce moment où tu réalises soudain que tout ton mariage a été un mensonge? Pour moi, ce n'était pas à cause de messages suspects ou de rouge à lèvres sur un col. C'était en voyant ma femme depuis 5 ans taper dans la main de son frère à travers la fenêtre gelée du salon pendant que je me tenais dehors, sous moins 15 degrés, en la suppliant de me laisser entrer dans ma propre foutue maison. Moi, Lucas, 33 ans, j'étais marié à Larissa, 31, depuis un peu plus de 5 ans. Les 2 premières années étaient plutôt bonnes. Pas parfaites, mais quel mariage l'est vraiment? Les problèmes ont commencé quand le bail de ses parents a pris fin et qu'ils avaient besoin d'un endroit pour rester quelques semaines. C'était il y a 18 mois. Depuis, ça a été une lente descente aux enfers. D'abord, de petites choses. Sa mère qui réorganise notre cuisine sans demander, son père qui fait des remarques constantes sur nos finances. Ensuite, son frère Vinicius a perdu son colocataire et est venu vivre chez nous. Il y a 3 mois, notre maison de 3 chambres accueillait soudainement 5 adultes, et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu l'intrus dans ma propre maison. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois à Larissa, mais ça finissait toujours de la même manière. Des larmes, des accusations disant que je n'aimais pas sa famille, et le classique « mais c'est ma famille ». Avec le temps, j'ai cessé d'en parler et je me suis réfugié dans le garage où j'ai pris des heures supplémentaires juste pour avoir un peu de paix. Ce n'est pas la méthode la plus saine, je sais, mais avec le recul, bon. Bref, c'est jeudi dernier que tout a explosé. Une énorme tempête de neige s'est abattue, de celle où les météorologues te disent carrément de rester chez toi ou de risquer ta vie. J'avais pris un shift en plus, en partie pour les heures supplémentaires, en partie pour éviter la soirée jeu de la famille de Larissa, qui se résumait à des blagues internes dont je n'étais jamais inclus. Mon service s'est terminé à 23 h, et les routes étaient une vraie catastrophe. J'ai mis presque 1 heure à faire un trajet de 20 minutes. J'arrive à la maison, déjà épuisé, et je remarque que toutes les lumières sont allumées. Bizarre à presque minuit, mais soit. Je lutte dans la neige jusqu'à la porte d'entrée. Ma clé ne fonctionne pas. Je réessaie. Rien. Je vérifie l'adresse, la clé. Je frappe. J'attends. Je frappe plus fort. Finalement, je vois une silhouette derrière le verre givré. La lumière du porche s'allume, et je vois Larissa qui regarde par la fenêtre à côté de la porte. Un soulagement m'envahit, jusqu'à ce que je vois son expression. Elle n'est pas inquiète. Elle s'amuse. Je lui fais signe d'ouvrir. Elle secoue la tête. Je suis confus, alors je l'appelle. Elle décroche mais ne dit rien. Larry, la porte est verrouillée et ma clé ne fonctionne pas. Tu peux m'ouvrir? Il gèle dehors. Alors, on a changé les serrures aujourd'hui, dit-elle, d'un ton étrangement détendu. Quoi? Pourquoi tu ferais ça sans me prévenir? Et Vinicius a trouvé que ce serait drôle. Je la regarde à travers la vitre, attendant la chute. Mais il n'y en a pas, Larissa, il fait -15 et il y a 60 cm de neige. Ouvre-moi. C'est là que son frère apparaît à côté d'elle. Il tient une bière à la main et sourit comme s'il regardait un sketch comique. Désolé, frérot, dit-il assez fort pour que je l'entende. Pas de loser ce soir. Réunion de famille, réservée à la famille. Je reste là, totalement stupéfait. Je regarde Larissa, espérant qu'elle dise quelque chose, qu'elle dise à son frère de se taire, qu'elle ouvre la foutue porte. Au lieu de ça, elle rit. Vraiment. Ses parents apparaissent derrière eux, tous deux avec un petit sourire. Son père lève son verre de vin en un faux toast. Larissa, dis-je, la voix tremblante, à moitié à cause du froid, à moitié à cause de la rage. Ce n'est pas drôle. Ouvre la porte maintenant. Tu devrais peut-être aller dormir chez un ami, propose-t-elle, comme si elle me disait d'aller acheter du lait. On a une réunion familiale sur la situation de la maison. Je suis ta famille. Je suis ton mari. Cette maison est aussi la mienne. C'est là que Vinicius se penche vers la fenêtre, son souffle embue le verre, et il lâche ces mots que je n'oublierai jamais. Crève de froid, idiot inutile. Larissa ne me défend pas. Elle n'a pas l'air gênée. Elle hoche la tête en souriant. Puis elle tape vraiment dans sa main. Je suis resté là encore 30 secondes. Mon téléphone à 2%, la voiture presque à sec au milieu de la pire tempête de neige qu'on ait eue depuis des décennies. Un truc s'est brisé en moi, ou peut-être que quelque chose s'est enfin réparé. C'est dur à expliquer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé à la porte. Je me suis juste retourné, j'ai marché jusqu'à la voiture et je suis parti. Mon téléphone est mort avant que je puisse appeler qui que ce soit. Certaines routes étaient totalement bloquées. J'ai trouvé un dîner ouvert 24 heures qui avait encore de l'électricité, et je suis resté là à boire du café jusqu'au matin, utilisant leur téléphone pour appeler mon pote Fabricio.
Il m'a dit que je pouvais rester chez lui, aucune question posée. J'ai passé les 3 jours suivants dans l'appart de Fabrizio, complètement hors ligne. Pas de réseaux sociaux, pas de contact avec ma vie d'avant. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer ce qu'il s'était passé. Le dimanche soir, j'ai enfin rechargé mon vieux téléphone. 47 messages. Ce n'est pas une blague. 47 messages différents, textos, vocaux, DM sur plusieurs applis. Les premiers étaient pleins de colère. Très mature de ta part, Lucas. Arrête ton drame et rentre à la maison. Papa et maman pensent que tu exagères. Puis de l'inquiétude. Où es-tu? Dis-nous juste si tu vas bien. Et ensuite de la panique. Lucas, sérieux, ce n'est plus drôle. On a appelé tous tes amis. Réponds, s'il te plaît. Les derniers étaient carrément des supplications. Reviens, s'il te plaît. Je suis désolé. On faisait juste une blague. Et Vinicius se sent super mal. Tout le monde est très inquiet. Ma préférée venait de la mère de Larissa. On ne voulait pas vraiment que tu partes. Reviens pour qu'on puisse en parler en famille. En famille? La même famille qui m'a enfermé dehors en pleine tempête de neige et a rigolé en le faisant? Je n'ai jamais été du genre à faire des scènes ou des gestes spectaculaires. J'ai toujours été celui qui cède, qui essaie d'apaiser les choses. Celui qui a laissé ses beaux-parents envahir la maison pendant 1 an et demi sans dire un mot. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Debout dans la neige, en regardant ma femme se moquer de moi à travers la vitre, j'ai envoyé un seul message à Larissa. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi au Starbucks demain à midi. Viens seul. J'ai passé 3 jours à réfléchir à ce que j'allais lui dire. À ce qui allait suivre. Au fait que j'ai enfin vu mon mariage tel qu'il est vraiment. Et j'ai compris quelque chose d'important. La vengeance ne se sert pas froide. Elle se sert calculée. J'étais porté disparu. Alors voilà la mise à jour que j'avais promise. Quand j'ai quitté ma maison ce soir-là, mon esprit était complètement vide. Sauf pour une pensée. Ne les laisse pas te voir t'effondrer. Je suis resté assis dans ma voiture pendant environ 15 minutes, juste à laisser le chauffage tourner pendant que je fixais mes mains serrées sur le volant, tellement fort que mes jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé sur le tableau de bord. J'ai juste existé. Les routes étaient carrément dangereuses. Des voitures abandonnées dans les fossés. C'était le chaos. J'ai réussi à trouver un dîner ouvert 24 heures qui s'appelait MLS, qui avait encore de l'électricité. L'endroit était presque vide, à part 2 routiers et une serveuse qui avait l'air de remettre toute sa vie en question. J'ai commandé un café et je me suis assis dans une banquette au fond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone est mort vers 1h du matin, ce qui était sûrement une bonne chose. Je ne voulais pas voir les conneries que Larissa ou sa famille auraient pu m'écrire. Je suis resté là jusqu'au lever du soleil, à siroter le même café pendant des heures pendant que la serveuse, elle s'appelait Josefina, une vraie MVP, me le rechargeait sans me faire payer de supplément. Au matin, j'ai emprunté le téléphone du dîner pour appeler mon pote Fabrizio. On ne traînait plus trop ensemble depuis que la famille de Larissa avait emménagé. Il ne l'aimait pas parce qu'une fois, il les avait recadrés pour monopoliser toutes les conversations. C'était à mon dîner d'anniversaire l'année dernière. Fabrizio n'a pas posé de questions quand j'ai appelé. Il a juste dit, viens. La porte est ouverte. Je prépare le petit-déj. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Pendant que je restais chez Fabrizio, j'ai fait 3 choses essentielles. Premièrement, j'ai acheté un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. J'ai gardé l'ancien uniquement pour surveiller les messages, mais je n'ai répondu à personne. Il restait éteint la plupart du temps pour économiser la batterie, vu que je n'avais pas pris mon chargeur. Deuxièmement, je suis allé consulter notre compte commun. Devine quoi? Vide. Pas complètement, mais presque. Il restait $372 dans un compte qui contenait plus de $8000 la dernière fois que j'avais regardé, il y a 2 mois. J'ai vérifié l'historique des transactions. Larissa transférait de l'argent petit à petit vers un compte que je ne reconnaissais pas depuis des mois. Au total, environ $7800 de notre argent avait disparu. Troisièmement, je suis allé à l'agence de notre banque pour accéder à notre coffre et sécuriser les documents importants. Acte de naissance, carte grise, etc. Heureusement, je les avais mis là avant que sa famille ne vienne s'installer, donc il n'y avait pas touché. Fabrizio a été incroyable tout du long. Il m'a hébergé sur son canapé, a écouté mes râleries, m'a aidé à réfléchir à la suite. Il m'a même prêté des vêtements, parce que je n'avais littéralement que ce que je portais quand on m'a laissé dehors. Le deuxième jour, je suis allé au travail et j'ai parlé au RH de ma situation. Pas pour qu'on me plaigne, mais pour m'assurer que Larissa ou sa famille ne viendraient pas semer le trouble là-bas. Mon manager, Thomas,
a été étonnamment compréhensif. Apparemment, sa sœur avait vécu quelque chose de similaire avec son ex. Il m'a même proposé que la sécurité garde un œil au cas où quelqu'un viendrait me chercher. J'ai aussi rencontré un conseiller financier pour discuter de la séparation des finances et voir comment protéger ce qu'il me restait. Pas donné, mais chaque centime en valait la peine pour avoir l'esprit tranquille. Le 3e jour, j'ai enfin rallumé mon ancien téléphone pour voir ce qui se passait. Les gars. Les messages. Les premiers étaient exactement ce que vous imaginez. Vendredi, 9h43, très mature de ta part, Lucas. Tu comptes rentrer quand à la maison. 11h27, Larissa, maman et papa pensent que tu exagères. Vinicius dit qu'il faisait juste une blague. 14h16, Lucas, ce comportement est inacceptable. Larissa est bouleversée. Mère de Larissa. Puis, vers le dîner, le ton a changé. 18h32, où es-tu hébergé? Au moins dis-nous si tu vas bien. 19h14, j'ai appelé Fabricio, mais il dit qu'il n'a pas eu de tes nouvelles. S'il te plaît, réponds juste. 20h45, ton boulot a dit que tu avais appelé. Au moins, je sais que tu es en vie. Le samedi matin, c'était la panique totale. 7h13, réponds, s'il te plaît. Ce n'est plus drôle. 7h14, Larissa, j'ai peur qu'il t'ait arrivé quelque chose. 8h22, père de Larissa, fils, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Ce silence ne résout rien. 9h07, Vinicius, mec, je faisais juste le con. Je ne voulais rien dire de mal. Rentre à la maison, qu'on en parle. Et le samedi après-midi, ça devient encore plus intéressant. 13h44, on a signalé ta disparition, mais la police a dit que comme tu as appelé ton boulot, ils ne peuvent rien faire. Reviens, s'il te plaît. 14h33, Larissa, ta sœur m'a appelé pour demander où tu étais. Tu lui as dit ce qui s'est passé? Fait amusant, non. Mais ma sœur, Dorothea, a toujours su percer à jour les conneries de Larissa. Le dimanche, les messages arrivaient toutes les heures, de plus en plus désespérés. 9h14, reviens à la maison, s'il te plaît. Je suis désolé. On rigolait juste. 9h32, Lucas, on ne voulait pas que tu partes pour de vrai. Reviens pour qu'on en parle en famille. Mère de Larissa. 10h17, Larissa, je t'aime. Reviens. Je vais arranger les choses. 11h45, Vinicius, mec, tout le monde panique. Dis-nous juste que tu vas bien. Désolé pour ce que j'ai dit. Le dernier message avant que je ne réponde venait de Larissa. 14h17, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Reviens à la maison. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé le message du Starbucks. Et cette fameuse rencontre? J'ai dit clairement, viens seul. Pour une bonne raison. Et devine ce que Larissa a fait? Elle est venue avec tout son entourage. Ses parents, son frère, le cirque complet. Quand je suis entré et que je les ai vus tous assis là, j'ai failli repartir aussitôt. Mais j'ai décidé de rester calme. Je me suis assis, j'ai regardé Larissa droit dans les yeux et j'ai dit. On avait convenu que tu viendrais seule. Elle s'est mise à pleurer, évidemment, en disant qu'elle avait peur et avait besoin de soutien. Sa mère est tout de suite intervenue en disant qu'ils étaient tous inquiets pour moi et qu'ils voulaient juste aider. Je suis resté parfaitement calme et j'ai posé une seule question. Où sont passés les 7800 $ de notre compte commun? Et la tête qu'ils ont tous fait, inoubliable. Quand Larissa a tenté de bafouiller une excuse à propos de dépenses familiales urgentes, son père a essayé de changer de sujet aussitôt. Et Vinicius a eu le culot de dire que j'étais égoïste de me soucier de l'argent dans un moment comme celui-là. C'est là que j'ai sorti les relevés bancaires et que je les ai posés sur la table, montrant les transferts systématiques effectués sur plusieurs mois. J'ai redemandé, sans détour, où est l'argent, Larissa? C'est alors qu'elle a craqué et a avoué que ses parents traversaient des difficultés financières et qu'elle les avait aidés en cachette. Apparemment, ils avaient perdu beaucoup d'argent dans une sorte d'arnaque d'investissement douteux, mais n'avaient pas voulu m'en parler parce qu'ils savaient que j'allais juger. Son père s'est mis sur la défensive, disant que je devrais être reconnaissant qu'ils vivent avec nous, car leur expérience et leurs contacts seraient bénéfiques pour notre avenir. Quelle expertise! Cet homme ne sait même pas utiliser Netflix sans appeler à l'aide. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement glissé un papier sur la table avec 3 conditions, rendre tout l'argent sous 48 heures, quitter la maison dans un délai d'1 semaine, et que Larissa commence une thérapie de couple avec moi si elle voulait encore sauver notre mariage. Sa mère a éclaté de rire. Elle a vraiment ri et a dit, on ne partira pas. Cette maison est autant à nous qu'à toi maintenant. C'est là que j'ai sorti mon atout. J'ai pris mon téléphone et leur ai montré la vidéo que j'avais enregistrée la nuit où ils m'avaient enfermé dehors. Oui,
j'ai eu la présence d'esprit de filmer la dernière minute de cette scène avant que mon téléphone ne meure. On entendait parfaitement Vinicius dire « crève de froid, idiot inutile ». Et Larissa rire. J'ai expliqué, très calmement, que si l'argent n'était pas restitué et s'il ne déménageait pas, cette vidéo serait envoyée à chaque membre de leur famille, à leurs amis, et à l'employeur de Larissa. J'ai aussi mentionné que j'avais déjà parlé à un avocat. C'était un petit mensonge, mais il n'avait pas besoin de le savoir. J'ai parlé à la fois du vol et du risque criminel d'avoir mis la vie de quelqu'un en danger pendant une alerte météo d'urgence officiellement déclarée. Le Starbucks est devenu silencieux. Larissa sanglotait. Sa mère fulminait. Son père avait l'air d'avoir vu un fantôme. Vinicius fixait son café sans un mot. Je me suis levé, j'ai dit à Larissa de me donner sa réponse avant la fin de la journée, puis je suis parti. C'était hier. Ce matin, j'ai consulté mon compte, et les 7800 $ avaient été versés. J'ai aussi reçu un message de Larissa disant que sa famille partirait de la maison avant vendredi, et me demandant si on pouvait parler en privé. Je n'ai pas encore répondu. Je réfléchis encore à la suite, mais j'ai contacté la tante de Larissa, Dorothea, la brebis galeuse de la famille, écartée depuis des années. Elle m'a raconté beaucoup d'histoires sur ce genre de comportement que la famille a répété avec d'autres. Il y a encore beaucoup à dire, notamment sur ce que je compte faire concernant notre mariage, mais ce message est déjà trop long. Je reviendrai avec une mise à jour après vendredi, si jamais ils déménagent vraiment. Une chose est sûre, je ne redeviendrai jamais le paillasson sur lequel ils se sont essuyés pendant des années. L'ancien Lucas est mort de froid cette nuit-là dans la neige. Celui qui est reparti n'est plus le même homme. Enfin, la mise à jour. La première chose que j'ai remarquée en rentrant chez moi vendredi dernier, c'est qu'ils avaient complètement réarrangé le salon. Sérieusement, qui fait ça juste avant de partir? Le canapé était contre un autre mur, le meuble télé placé de travers, et mon fauteuil préféré, celui que Larissa détestait, avait été relégué dans un coin comme s'il avait été puni. Un dernier geste mesquin et ridicule. Et pourtant, ça m'a fait rire. Mon premier vrai rire depuis des semaines. Merci pour tout le soutien que j'ai reçu dans mes publications précédentes. Lire vos commentaires, c'était comme avoir des milliers d'amis qui se souciaient vraiment de moi, ce que je n'avais visiblement pas eu dans la vraie vie depuis longtemps. Bref, accrochez-vous, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. La famille de Larissa a quitté la maison jeudi, un jour plus tôt que prévu, ce qui m'a immédiatement mis la puce à l'oreille. Ils ne font jamais rien à l'avance. Ce sont plutôt du genre à attendre la dernière minute et demander un délai supplémentaire. J'ai demandé à Fabricio de m'accompagner pour inspecter les lieux, au cas où ils auraient tout saccagé. La maison était étrange. Pas détruite, mais pas du tout comme je l'avais laissée. En plus des meubles déplacés, il y avait de petites surprises. Le thermostat était réglé à 17 degrés Celsius. Larissa sait que je préfère 20. Toutes les photos de famille avaient été retirées, sauf celle du mariage. Ma PlayStation était toujours là, mais toutes mes sauvegardes avaient été effacées. Mesquin au possible. Le frigo était vide, même pas un pot de moutarde. Quelqu'un avait changé toutes les ampoules pour ces horribles lumières blanches que je déteste. Rien de suffisamment grave pour appeler la police, mais un énorme doigt d'honneur passif-agressif avant de partir. Le plus étrange a été de trouver une lettre de Larissa sur le plan de travail. Ce n'était ni un adieu, ni des excuses. Non. C'était une facture. Elle avait listé sa part des dépenses de la maison sur les 5 dernières années, avec une petite note disant qu'on était désormais quitte pour les 7800 $. J'en ai pris une photo et je l'ai postée dans ma story Instagram. Les réactions étaient folles. J'ai envoyé un message à Larissa lui proposant qu'on se voie le lendemain dans le parc du quartier. Terrain neutre, lieu public. Zéro risque qu'elle ramène encore tout le cirque. Elle a accepté tout de suite. Quand je l'ai vue, elle avait changé. Pas juste triste ou tendue, mais rétrécie, comme si quelqu'un avait retiré tout l'air de ses poumons. Elle s'est mise à pleurer avant même que je m'assoie. Cette fois, ses larmes ne m'ont rien fait. C'est fou comme les choses changent. Avant, la voir pleurer suffisait à me faire fondre en excuses. Là, j'ai juste attendu qu'elle reprenne ses esprits. La conversation a été étonnamment calme. Elle a reconnu que sa famille la contrôlait depuis des années, mais aussi qu'elle les avait laissés faire. En ce qui concerne les virements, ses parents avaient investi dans une arnaque crypto qui s'est effondrée. Ils la culpabilisaient depuis des mois en lui rappelant qu'ils s'étaient installés chez nous pour nous aider, alors qu'on leur devait de l'aide en retour. Apparemment, la nuit où ils m'ont enfermé dehors était une idée de Vinicius. Une sorte de test de loyauté. Il avait convaincu Larissa que j'étais trop indépendant et qu'il fallait me remettre à ma place. Changer la serrure devait être temporaire, juste une leçon sur le respect de la hiérarchie familiale. Oui, il a vraiment utilisé ce terme. Hiérarchie familiale. On est dans Game of Thrones ou quoi?
Larissa jure qu'elle n'a jamais pensé qu'il me laisserait dehors toute la nuit, surtout pas pendant la tempête. Elle affirme qu'elle s'est disputée avec eux après mon départ, mais qu'elle n'a pas eu le courage de les affronter quand c'était nécessaire. Je lui ai posé la seule question qui me hantait depuis des jours. Notre mariage était-il réel, ou n'étais-je qu'un distributeur de billets et un toit pour sa famille? Sa réponse était compliquée. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais a reconnu qu'elle m'avait en partie choisi parce que j'étais stable et facile à manipuler. Ses mots exacts, je savais que tu ne me dirais jamais non. Il suffisait que je pleure assez. Ça m'a frappé plus fort que le fait d'avoir été abandonné dehors. D'une certaine manière, ça a fait encore plus mal. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Elle n'a pas eu l'air surprise. Elle a seulement demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour me faire changer d'avis. J'ai dit non. Et maintenant, la partie la plus intéressante, tu te souviens que j'ai parlé de la tante Dorothea? Eh bien, j'ai découvert qu'elle avait été rejetée de la famille pour des raisons très similaires, il y a des années. Elle avait refusé de laisser les parents de Larissa contrôler ses finances et ses choix de vie. Je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois, à notre mariage, et les parents de Larissa avaient tout fait pour qu'on ne discute pas trop. Jusqu'à ce que, je disparaisse. J'ai retrouvé le profil de Dorothea sur Facebook et je lui ai écrit. Elle m'a tout raconté sur le long passé de manipulation financière et de chantage émotionnel dans la famille. Ce qui m'est arrivé n'était pas un incident isolé. C'était leur mode opératoire. Dorothea m'a proposé une idée brillante, les confronter tous d'un coup pendant leur grand dîner familial mensuel. Elle avait repris contact avec certains membres de la famille élargie qui en avaient eux aussi assez des parents de Larissa, mais qui n'avaient jamais osé s'exprimer. Alors dimanche dernier, je me suis présenté à l'improviste chez les grands-parents de Larissa, en plein milieu du dîner. Dorothea m'a accompagné pour me soutenir. Le visage de chacun quand on est entré ensemble, inestimable. La mère de Larissa s'est étranglée avec son vin. Son père est devenu livide. Vinicius a essayé de partir, mais sa copine que j'ai toujours trouvée sympa l'a obligé à rester. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scandale. J'ai juste exposé les faits, calmement. Le verrouillage dehors, l'argent volé, les années de manipulation. J'ai fait écouter la vidéo où on les entend rire alors que je grelottais dehors sous la neige. Puis Dorothea a raconté sa propre histoire, qui ressemblait étrangement à la mienne. La famille élargie n'était au courant de rien. Les grands-parents de Larissa étaient horrifiés. Les cousins pianotaient furieusement sur leur téléphone probablement pour alimenter le groupe de discussion en direct. L'oncle Robert s'est levé et a déclaré qu'il avait subi un traitement similaire des années auparavant, mais qu'il pensait être le seul. Un à un, les membres de la famille ont commencé à partager leurs propres expériences de manipulation de la part des parents de Larissa. C'était comme regarder tomber une rangée de dominos. Des années de rancune refoulée ont éclaté d'un coup. Et le meilleur moment, c'est quand Vinicius a craqué et a avoué que me laisser dehors avait été un plan délibéré pour m'éloigner définitivement. Sa copine l'a largué sur le champ et a demandé si elle pouvait rentrer avec Dorothea et moi. On a dit oui, évidemment. Les parents de Larissa ont essayé de reprendre le contrôle. Son père s'est levé et a crié que tout le monde devait se calmer, que j'étais en train de manipuler la situation. Personne ne l'a cru. Sa mère a tenté de rejeter la faute sur Larissa en disant qu'elle avait mal géré les choses. Mais ça s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Pour la première fois, Larissa s'est levée contre eux. Elle leur a dit qu'elle en avait fini avec leur emprise, qu'elle avait perdu son mariage à cause de leur manipulation. Elle a carrément lancé son téléphone à son père en disant qu'elle allait les bloquer tous jusqu'à ce qu'ils aillent consulter un professionnel. Je ne suis pas resté pour la suite du désastre. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai aidé Dorothea à renouer avec des membres de sa famille qui la respectaient vraiment, et je suis parti la tête haute. C'était il y a 2 semaines. Depuis, les papiers du divorce ont été déposés. Larissa n'a rien contesté. J'ai complètement redécoré la maison. Nouvelle peinture, nouvelle disposition des meubles, et j'ai même adopté un chien dans un refuge, un croisé pitbull tranquille qui s'appelle Banjo, et qui adore mon fauteuil autant que moi. Les parents de Larissa, apparemment, ont quitté la ville pour rendre visite à des proches, c'est-à-dire fuir la honte familiale. Vinicius a perdu son boulot pour des raisons qui n'ont rien à voir avec moi. Le karma fait son travail. Dorothea et moi sommes devenus de bons amis. Elle m'a beaucoup soutenu dans tout ça. J'ai aussi repris contact avec des amis que j'avais perdus à cause de la famille de Larissa. Le plus surprenant? Larissa est passée hier pour récupérer ses dernières affaires. Elle avait l'air différente. Plus elle-même. Je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle vivait temporairement chez une cousine. Elle s'est excusée à nouveau au pas pour me récupérer, mais parce qu'elle était sincère. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé ce que ça aurait pu donner si elle avait eu du courage plus tôt. Mais ce moment est vite passé. Certaines ponts,
une fois brûlés, doivent rester en cendres. Cela fait exactement un mois aujourd'hui que j'étais dehors, grelottant sous la tempête de neige, en regardant ma femme rire de moi derrière la fenêtre. Ma vie est complètement différente maintenant. Pas parfaite. Mon évier fuit et je n'ai toujours pas compris comment cuisiner correctement pour une personne. Mais c'est ma vie à nouveau. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis des années, je suis réellement impatient de le découvrir.